Une jeune paysanne qui dormait sur le sol de terre battue vit sa vie transformée après avoir découvert un talent unique. Des larmes de la pauvreté au succès inattendu. Elle transforme maintenant des vies, avec sa fortune. De rejeter à admirer, son histoire prouve que nos plus grands défis peuvent devenir des bénédictions. Un voyage de foi, de persévérance et de générosité qui va vous émouvoir. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez cette incroyable histoire de dépassement. Le soleil se couchait à l'horizon comme une goutte de sang diluée dans le ciel, teignant de rouge les plaines desséchées de ce petit village oublié du temps. C'est là, entre la poussière et l'espérance, que se trouvait la cabane de terre d'Hélène. Alors que les ombres s'allongeaient sur le sol de terre battue, elle rangeait les quelques ustensiles de sa cuisine improvisée, une casserole fêlée, 2 cuillères en bois sculptées par des mains calleuses, et un pot de terre où elle gardait les rares herbes qu'elle parvenait à cueillir dans les fissures des roches où l'humidité résistait encore. À 25 ans, Hélène portait déjà sur le visage les marques de qui a vécu plus d'une vie. Ses mains, rugueuses comme l'écorce des arbres qui décoraient rarement ce paysage aride, racontaient des histoires de travail incessant. Mais c'était que ses yeux, profonds comme des puits d'eau en plein désert, qui révélaient le véritable mystère de cette femme, une flamme intérieure que même la plus cruelle des sécheresses ne parvenait pas à éteindre. Lorsque la nuit embrassa finalement le village, Hélène étendit sa paillasse sur le sol, comme elle le faisait toutes les nuits depuis qu'elle était toute petite. Le matelas improvisé était si fin qu'il n'y avait pratiquement aucune séparation entre son corps et la terre froide. Pourtant, elle s'allongea et regarda le toit de chaume, par où des points de lumière des étoiles parvenaient à pénétrer, comme si le ciel voulait lui rappeler que, même dans l'obscurité la plus profonde, il y aurait toujours de petits phares d'espérance. « Qui suis-je » et murmura-t-elle pour elle-même, tandis que la brise nocturne chuchotait entre les fissures des murs de sa cabane. Une graine attendant la bonne pluie pour fleurir. Elle ne savait pas d'où venaient ces mots. Peut-être étaient-ils les échos des histoires que sa grand-mère lui racontait sur les femmes fortes qui l'avaient précédée. Des femmes qui, comme les plantes du désert, savaient garder en elles l'eau nécessaire pour survivre jusqu'à la prochaine saison des pluies. L'aube arriva cruelle comme toujours, le soleil implacable annonçant déjà un autre jour d'épreuve. Pendant que les autres habitants du village dormaient encore, Hélène marchait pieds nus sur la terre chaude, suivant un chemin que seule elle connaissait. À chaque pas, elle sentait la chaleur pénétrer la plante de ses pieds, une douleur à laquelle elle s'était déjà habituée, presque un rituel quotidien qui lui rappelait qu'elle était vivante. Après 2 heures de marche, elle arriva à sa destination secrète, une petite oasis cachée entre des formations rocheuses, un miracle de la nature qu'elle avait découvert lors d'une de ses longues marches à la recherche d'herbes. Là, protégée des regards curieux et de la cupidité qui pourrait assécher cette source précieuse, Hélène s'agenouilla et toucha l'eau avec révérence. « Merci », chuchota-t-elle, comme si elle parlait à une entité vivante. Elle remplit sa vieille gourde en cuir et cueillit soigneusement quelques feuilles des plantes qui poussaient autour de la source. Elle connaissait chacune d'elles comme si elles étaient des extensions de son propre corps. Elle savait lesquelles calmaient la fièvre, lesquelles soulageaient la douleur, lesquelles purifiaient le sang. Un savoir ancestral transmis par sa grand-mère qu'il avait reçu de sa mère, dans une chaîne ininterrompue de femmes gardiennes de la sagesse de la terre. Lorsqu'elle retourna au village, le soleil était déjà haut, frappant impitoyablement les toits des cabanes. C'est alors qu'elle entendit des cris venant de la maison de Pierre, le forgeron. Sans hésiter, elle courut vers là, sa gourde toujours pendue à l'épaule. « C'est mon fils, il brûle de fièvre », criait l'épouse de Pierre, Marthe, tenant dans ses bras un garçon d'environ 6 ans, dont le visage rouge dénonçait la gravité de son état. Le guérisseur du village, un homme d'âge avancé appelé Toby, était déjà là, mais il hochait, la tête en signe d'impuissance. « J'ai déjà vu ce type de fièvre », murmurait Toby avec regret. « Il a emporté 3 enfants l'été dernier. Nous ne pouvons rien faire d'autre que prier. » Hélène observa la scène le cœur serré. Elle connaissait cette fièvre. Sa propre sœur cadette avait été emportée, par elle des années auparavant. Mais maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas avant. « Je peux essayer quelque chose », dit
Hélène, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été en présence des autres habitants du village. Les regards se tournèrent vers elle, certains méfiants, d'autres suffisamment désespérés pour s'accrocher à n'importe quel fil d'espérance. Et qu'est-ce qu'une femme qui dort par terre pourrait faire que notre guérisseur ne peut pas? Dit Auguste le marchand, dont les vêtements moins usés dénonçaient une condition un peu meilleure que celle des autres habitants. Hélène ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'agenouilla à côté du garçon et, avec la permission silencieuse et désespérée de la mère, commença à préparer une infusion avec les herbes qu'elle avait cueillies ce matin-là. Pendant qu'elle travaillait, elle chuchotait des mots que sa grand-mère lui avait appris, des mots dans une langue ancienne que beaucoup avaient déjà oubliée, mais que la terre se souvenait encore. Lorsque le soleil se coucha finalement ce jour-là, le garçon ouvrit les yeux. La fièvre complètement disparut. « Oh !» fut son premier mot, prononcé d'une voix faible, mais claire. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Le garçon que tous croyaient marqué pour la mort avait survécu. Dans les jours qui suivirent, Hélène commença à recevoir des visites dans son humble cabane. D'abord, ce furent les plus désespérés, ceux dont les maladies avaient résisté, aux méthodes traditionnelles du vieux Toby. Ensuite vinrent les curieux, et finalement même les sceptiques, comme Auguste, le marchand, qui souffrait de douleurs articulaires l'empêchant de faire ses voyages de commerce. À chacun d'eux, Hélène offrait ses herbes et ses connaissances sans rien demander en retour. « La terre me donne ses secrets gratuitement », disait-elle. « Comment pourrais-je les faire payer ?» Cependant, la gratitude des gens se manifestait de diverses manières. Une poule ici, quelques pains là, un panier de fruits rares apportés, de terres lointaines. Pour la première fois de sa vie, Hélène n'avait pas à se soucier de son prochain repas. Ce fut lors d'une de ces occasions, après avoir guéri Auguste de ses douleurs articulaires, que le marchand lui fit une proposition inhabituelle, ces herbes, dit-il, examinant le petit sac en cuir qu'Hélène lui avait donné, pourraient être vendus à bon prix dans les grandes villes. Les gens là-bas paieraient de l'or pour le soulagement qu'elles apportent. Hélène le regarda sans comprendre, complètement. Vendre, mais les herbes appartiennent à la terre, pas à moi. Auguste sourit avec un mélange de condescendance et d'admiration. La terre vous a donné le savoir pour les utiliser, Hélène. Ce savoir est votre présent, votre don. Et les dons doivent être partagés et valorisés. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait sur sa paillasse, Hélène ne parvint pas à dormir. Les mots d'Auguste tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles au vent. Serait-il possible d'utiliser son savoir non seulement pour guérir, mais pour transformer sa propre vie? Et si elle pouvait gagner assez pour construire une meilleure maison, avec un toit qui ne laisserait pas entrer la pluie les rares fois où elle tombait, un endroit où elle pourrait cultiver ses propres herbes au lieu de marcher des heures chaque jour? Mais la pensée qui la tint réellement éveillée fut une autre, beaucoup plus vaste. Et si elle pouvait gagner assez pour aider non seulement elle-même, mais tout le village? Cette nuit-là, sous le ciel étoilé qui se révélait par les failles de son toit, Hélène eut un rêve vif. Elle se vit debout dans un champ verdoyant, ses mains pleines de graines qui, soufflées au vent, se transformaient en arbres touffus. Sous l'ombre de ces arbres, des gens se reposaient, des enfants jouaient, et la terre, autrefois aride, pulsait de vie. Lorsqu'elle se réveilla, la première lumière de l'aube commençant à peine à filtrer dans sa cabane, Hélène prit sa décision. Elle accepterait la proposition d'Auguste. Les semaines qui suivirent furent une période de transformation. Avec l'aide du marchand, Hélène commença à préparer ses herbes de manière plus organisée, les stockant dans de petits sacs en tissu, chacun avec des instructions soigneuses sur leur utilisation. Auguste emportait ces sacs lors de ses voyages commerciaux et revenait avec des histoires de guérison réussies, et, plus important encore, avec des pièces d'argent et même quelques-unes d'or. Cependant, tous dans le village ne voyaient pas d'un bon œil la nouvelle activité d'Hélène. Les anciens en particulier se montraient méfiants. Pendant des générations, ils avaient suivi les mêmes traditions, et l'idée d'une femme célibataire gagnant son propre gagne-pain, et de manière si prospère, défiait tout ce qu'ils connaissaient. Cela va à l'encontre de nos traditions, déclara le vieil Mathieu, chef du conseil des anciens, lors d'une réunion communautaire.
Une femme doit chercher un mari, fonder une famille. Cette commercialisation d'herbes n'est pas le chemin que nos ancêtres suivraient. Hélène, qui était présente à la réunion, sentit tous les regards tournés vers elle. Pendant un instant, la petite fille, qui dormait sur le sol de terre battue, faillit ressurgir, voulant se recroqueviller et disparaître. Mais alors, elle se souvint de son rêve, des arbres touffus nés de petites graines dans ses mains. « Je respecte profondément nos traditions. Ancien Mathieu ?» nous dit-elle, sa voix douce mais ferme. « C'est grâce à elle que j'ai appris sur les herbes qui aident maintenant tant de gens. Mais je me demande, nos propres histoires anciennes ne disent-elles pas que nous devons multiplier les talents qui nous ont été donnés? Les herbes sont le talent que j'ai reçu, et je crois que les multiplier est ma façon d'honorer ce don. » Un silence pesant suivit ces mots. Finalement, ce fut l'ancienne Béatrice, la femme la plus âgée du village, qui parla. « La fille a raison, dit-elle, sa voix fragile comme du vieux papier, mais claire comme de l'eau cristalline. Nos traditions parlent aussi d'adaptation, d'utiliser ce que nous avons pour survivre. Et n'est-ce pas ce qu'elle fait, utilisant le savoir de nos ancêtres pour nous aider à continuer? » Il n'y eut pas de consensus lors de cette réunion, mais Hélène reçut la permission de continuer son travail, à condition qu'elle ne néglige pas ses devoirs traditionnels, une condition vague qu'elle interpréta à sa manière. Avec les premières pièces qu'elle gagna, Hélène acheta quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir avoir, un morceau de terre, à elle. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit terrain près de l'oasis secret que seule elle connaissait, mais c'était le sien. Avec l'aide de quelques femmes du village, qui la voyaient maintenant avec un mélange de curiosité et d'admiration, Hélène commença à transformer ce morceau de terre. En étudiant les rares parchemins conservés dans la petite maison de prière du village, elle découvrit des anciennes méthodes d'irrigation utilisées par les peuples qui avaient habité ces terres des siècles auparavant. Adaptant ce savoir, elle créa un système simple mais efficace pour amener l'eau de l'oasis à ses plantations. Ce qui commença comme un petit jardin d'herbes se transforma bientôt en un véritable miracle vert au milieu du désert. Les plantes médicinales fleurissaient sous les soins attentifs d'Hélène, qui semblait avoir un don non seulement pour les guérir, mais pour faire que la terre elle-même s'éveille de son sommeil profond. 9 mois après avoir commencé son voyage en tant que guérisseuse, Hélène reçut une visite inattendue. Un groupe de marchands d'une grande ville avait entendu parler de ces herbes miraculeuses et avait voyagé spécialement pour la rencontrer. « Nous avons été impressionnés par l'efficacité de vos remèdes, » dit le chef des marchands, un homme d'apparence raffinée appelé Raphaël. « Nous aimerions vous proposer un partenariat. Nous achèterions toutes vos herbes et connaissances exclusivement pour nous, à un prix très généreux. Vous n'auriez plus jamais à vous soucier d'argent. » C'était une offre tentante, surtout pour quelqu'un qui avait dormi sur le sol de Saint-Olidet, terre toute sa vie. Avec l'argent offert, Hélène pourrait construire non seulement une maison pour elle-même, mais des maisons pour de nombreuses familles du village. Elle demanda quelques jours pour réfléchir, et pendant ce temps, elle se retira dans son lieu de méditation près de l'oasis. Là, où l'eau et la terre se rencontraient en harmonie, elle trouvait toujours la clarté. Lors de sa 3e nuit de réflexion, alors qu'elle observait les étoiles se reflétant dans le petit lac, Hélène eut un autre rêve vif. Cette fois, elle se vit entourée d'un haut mur. À l'intérieur, elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Une maison confortable, de la nourriture abondante, de beaux vêtements. Mais elle ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'extérieur. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas, cette impossibilité de voir au-delà du mur lui causait une profonde angoisse. Lorsqu'elle se réveilla, elle savait ce qu'elle devait faire. « Je vous remercie sincèrement de votre offre, » dit-elle à Raphaël lorsqu'il revint pour entendre sa réponse. « Mais je ne peux pas accepter l'exclusivité. Le savoir des herbes ne m'appartient pas pour être vendu de cette manière. Il appartient à tous ceux qui en ont besoin. » Le petit marchand ne cacha pas sa déception, et pendant un instant, Hélène craignit d'avoir commis une terrible erreur, gaspillant l'occasion d'une vie confortable. Mais alors, à sa surprise, Raphaël sourit. « C'est ce que j'ai dit à mes associés que vous répondriez, » commenta-t-il. « Et c'est pourquoi j'ai préparé une proposition alternative. Et si, au lieu d'acheter votre savoir exclusivement,
Nous financions une expansion de votre jardin. Vous resteriez libre de partager votre savoir comme vous le souhaitiez, mais vous nous accorderiez la préférence pour l'achat de vos herbes destinées à la distribution dans les grandes villes. » Cette proposition résonna avec le rêve d'Hélène. Elle pourrait étendre son travail sans construire de murs autour d'elle. Elle accepta à une condition. Elle utiliserait une partie de l'investissement pour former d'autres femmes du village aux arts de la guérison. Beaucoup rirent de son ingénuité, surtout l'ancien Mathieu, qui administrait maintenant le marché local et exploitait depuis des années les paysans avec des prix injustes. « Les femmes doivent s'occuper de leur foyer, pas des affaires », murmurait-il à qui voulait l'entendre. Mais Hélène ne se laissa pas décourager. Avec l'argent de l'investissement, elle agrandit son jardin et construisit une petite mais confortable maison de pierre à proximité. Elle n'était pas luxueuse, mais pour la première fois de sa vie, elle avait un toit solide au-dessus de sa tête et un vrai lit pour dormir. Plus important encore, elle lança son programme de formation. Elle commença avec 5 femmes, 3 veuves qui luttaient pour subvenir aux besoins de leurs enfants, une jeune orpheline qui vivait de charité, et l'épouse de Pierre, le forgeron, qui avait développé un intérêt profond pour les herbes après qu'Hélène eut sauvé son fils. En un an, ce qui avait commencé comme un petit jardin s'était transformé en une véritable source de vie. Ce qui était autrefois quelques plates-bandes était maintenant une plantation organisée qui employait les 5 femmes qu'Hélène avait formées. Ces remèdes étaient déjà transportés non seulement par Auguste, mais par plusieurs marchands, vers les villages voisins, et même vers des villes lointaines. C'est alors que la nature, toujours imprévisible, décida de tester la force et la résilience de cette communauté. Une tempête de sable, plus forte que toutes celles dont les plus âgés pouvaient se souvenir, s'abattit sur le village. Elle dura 3 jours et 3 nuits, et lorsqu'elle cessa finalement, le paysage était désolant. Le grenier communautaire, où étaient stockées les provisions pour les mois les plus difficiles, avait été sévèrement endommagé. Une grande partie des grains avait été perdue, emportés par le vent ou contaminés par le sable. Les plantations qui servaient à nourrir le village étaient détruites. Le spectre de la faim, familier à ces personnes depuis des générations, revenait les hanter. Lors d'une réunion d'urgence, le désespoir était palpable. Certaines familles parlaient déjà d'abandonner le village à la recherche de terres plus généreuses, un voyage dangereux auquel beaucoup ne survivraient pas. C'est alors qu'Hélène se leva. « J'ai un entrepôt personnel de grains », annonça-t-elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela peut nourrir le village jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente. » Le silence qui suivit fut rompu par l'ancien Mathieu. « Et pourquoi feriez-vous cela? Quel avantage y trouveriez-vous » Hélène le regarda avec sérénité. « L'avantage de vivre dans une communauté où personne ne souffre de la faim, ancien. Cela ne suffit-il pas ?» Ce même après-midi, elle ouvrit son entrepôt et commença à distribuer les grains qu'elle avait économisés au cours de la dernière année. « Comme la manne dans le désert », murmura l'ancienne Béatrice, les larmes aux yeux en recevant sa portion. Ce geste marqua un changement significatif dans la façon dont Hélène était perçue dans le village. Les anciens, qui la voyaient, autrefois comme une menace aux traditions, commençaient maintenant à reconnaître en elle non un danger, mais une bénédiction. Quelques semaines après la tempête, Hélène fut confrontée à un nouveau défi. Des marchands malhonnêtes vendaient des contrefaçons de ces remèdes dans les villages voisins. Des gens tombaient malades parce que les faux remèdes n'avaient aucun effet, et cela commençait à ternir la réputation qu'elle avait construite avec tant d'efforts. Au lieu de chercher la vengeance, Hélène eut une idée simple mais efficace. Elle créa un symbole spécial pour ses produits, une petite colombe portant une branche d'herbe, et enseigna aux acheteurs comment reconnaître les remèdes authentiques. De plus, elle inclut dans chaque paquet une petite note expliquant les effets attendus et les réactions possibles, éduquant ainsi les consommateurs. Cette initiative non seulement résolut le problème des contrefaçons, mais augmenta encore plus la confiance des gens dans ces produits. La demande crut exponentiellement. Au cours de la 2e année de son voyage, un événement inattendu changerait à jamais le cours de sa vie. La fille du gouverneur de la province tomba malade d'une maladie mystérieuse qu'aucun médecin de la capitale ne parvenait à diagnostiquer, encore moins à guérir. La jeune fille, autrefois vibrante et pleine de vie, dépérissait chaque jour,
au grand désespoir de son père. Désespéré après avoir consulté les médecins de la cour les plus renommés sans succès, le gouverneur entendit des rumeurs sur une jeune paysanne aux dons de guérison exceptionnels. Initialement, sceptique, la gravité de la condition de sa fille le poussa à tenter toute possibilité. Il envoya une caravane luxueuse chercher Hélène, offrant des richesses au-delà de l'imagination en échange de la guérison de la princesse. Lorsque la caravane arriva au village, elle causa un émoi. Jamais auparavant il n'avait vu des carrosses aussi ornées ou des chevaux aussi bien entretenus. Les messagers du gouverneur, vêtus d'uniformes élégants, se dirigèrent directement vers la maison d'Hélène. « Notre Seigneur, le gouverneur, implore votre aide », dit le chef de la suite, sa voix trahissant le désespoir derrière la formalité. Sa fille est en train de mourir, et les médecins de la capitale ne peuvent la sauver. Il a entendu parler de vos dons et offre des richesses en échange de la guérison de la princesse. Hélène sentit le poids de la décision qu'elle devait prendre. Maintenant respectée dans son village, elle faisait face à son deuxième grand dilemme: abandonner temporairement sa communauté pour la promesse de richesse ou rester avec ceux qui dépendaient trop d'elle. Après avoir consulté son mentor spirituel, un vieil ermite qui vivait sur le flanc de la montagne et qui était devenu son confident, Hélène décida de partir, mais à une condition. Elle emmènerait avec elle 3 apprentis, afin que le savoir soit multiplié. « Je ne sais pas si je pourrais guérir la fille du gouverneur », expliqua-t-elle aux femmes qu'elle formait. « Mais je sais que, ensemble, nous apprendrons beaucoup durant ce voyage, et ce savoir bénéficiera à notre village à l'avenir. » Dans l'imposante ville de la province, Hélène se sentit complètement déplacée. Le palais du gouverneur était plus grand que tout son village, avec des sols de marbre qui réfléchissaient comme des miroirs et des plafonds si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Des serviteurs vêtus de vêtements plus fins que tout ce qu'elle avait jamais porté couraient de droite à gauche, et l'air lourd de parfums exotiques la rendait étourdie. Mais lorsqu'elle fut conduite dans la chambre de la princesse, toute la splendeur autour d'elle disparut de son esprit. Elle ne vit qu'une jeune fille fragile, pas très différente des enfants de son village, luttant pour chaque respiration. « Qu'est-ce que les médecins ont déjà tenté ?» demanda-t-elle au gouverneur, qui restait près du lit de sa fille, le visage marqué par le désespoir. « Tout !» répondit-il, la voix brisée. « Saignée, purge, potions de toutes sortes. Rien n'a fonctionné. Elle continue d'empirer. » Hélène s'approcha du lit et toucha doucement le front de la jeune fille. Il était chaud, mais pas seulement de fièvre. Il y avait quelque chose de plus, une énergie étrange qu'Hélène pouvait sentir vibrer sous la peau. « J'ai besoin d'un espace tranquille pour préparer nos remèdes, » dit-elle. « Et je demande que tous les traitements précédents soient interrompus. » La demande causa l'indignation chez les médecins de la cour. Cette jeune paysanne ne peut pas écarter des siècles de savoir médical, protesta le médecin-chef, un homme d'âge mûr avec une barbe bien taillée. « Ma fille est en train de mourir sous vos soins, » répondit le gouverneur avec froideur. « Elle aura sa chance. » Utilisant uniquement des plantes simples qu'elle parvint à identifier dans les jardins du palais et quelques-unes qu'elle avait apportées avec elle, Hélène commença le traitement. Chaque matin, au lever du soleil, elle préparait une infusion fraîche et passait la journée aux côtés de la princesse, surveillant chaque petite réaction. La nuit, elle réalisait un rituel simple qu'elle avait appris de sa grand-mère. Une prière au clair de lune, demandant le renouvellement des forces vitales. Pendant 40 jours, elle maintint cette routine. Lentement, presque imperceptiblement, au début, la jeune fille commença à montrer des signes d'amélioration. La couleur revint sur ses joues, sa respiration devint plus forte et finalement, le 40e jour, elle ouvrit les yeux complètement lucides pour la première fois depuis des mois. « J'ai faim », furent ses premiers mots, à l'extase du gouverneur et à l'étonnement des médecins de la cour. La guérison de la princesse fut considérée comme rien de moins qu'un miracle. Le gouverneur, dans sa gratitude, offrit à Hélène suffisamment d'or pour acheter un village entier, des terres fertiles partout dans la province qu'elle choisirait, et même un titre de noblesse. Hélène n'accepta que le nécessaire pour étendre son travail, demandant que le reste soit utilisé pour construire des puits dans les villages affectés par la sécheresse, y compris le sien. Cet acte de détachement impressionna profondément le gouverneur qui,
devint son protecteur et son mécène. « Vous pourriez vivre comme une reine, dit-il, confus par son choix. « Je vis déjà comme je désire vivre, Excellence, répondit Hélène, entourée de personnes que j'aime, faisant un travail qui compte. Quelle richesse pourrait être plus grande que celle-ci? » Lorsqu'elle retourna au village après 3 mois, Hélène constata que sa coopérative non seulement survivait, mais prospérait sous la direction de ses apprentis. Loin de lui en vouloir pour son absence, elles avaient assumé des responsabilités supplémentaires et étendu le travail de manière qu'elle n'avait pas imaginée. Avec les ressources fournies par le gouverneur, Hélène développa encore plus son opération, créant un centre de guérison et d'apprentissage qui attirait des gens de toutes les régions. Elle construisit un bâtiment simple mais fonctionnel, avec des salles pour la préparation des remèdes, un petit hôpital pour le traitement des malades, et une école où le savoir des plantes médicinales était transmis librement à toute personne intéressée à apprendre. Au cours de la 3e année de son voyage, alors que sa richesse était déjà considérable, Hélène affronta sa plus grande épreuve. Une sécheresse plus dévastatrice que toutes celles de Mémoire d'homme s'abattit sur la région. Non seulement son village, mais toutes les implantations dans un rayon de nombreux kilomètres faisaient face à la perspective de tout perdre. Les plantes mouraient, les puits s'asséchaient et le désespoir grandissait. De nombreuses familles riches des villes voisines commencèrent à faire des plans pour fuir vers des régions plus humides, abandonnant ceux qui n'avaient pas les moyens de faire de même. Ce fut lors d'une de ces prières nocturnes qu'Hélène eut la plus puissante de ses visions. Elle se vit debout au bord d'un fleuve lointain, ses eaux abondantes coulant librement. Et puis, elle vit des canaux, de longs chemins creusés dans la terre, amenant l'eau vers les champs secs, transformant le désert en terre fertile à nouveau. Au réveil, elle sut immédiatement ce qu'elle devait faire. En étudiant d'anciens manuscrits anciens dans la maison de prière et en consultant le vieil ermite de la montagne, Hélène conçut un plan audacieux, construire un système de canaux qui amènerait l'eau du fleuve lointain vers les terres sèches. C'était un projet d'une ampleur sans précédent, qui exigerait des ressources immenses et le travail de centaines de personnes. Pour le financer, Hélène prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle vendit presque toutes ses propriétés, y compris sa confortable maison de pierre et une grande partie de ses affaires d'herbes médicinales. « Vous finirez par dormir par terre à nouveau », se moquaient certains lorsqu'ils apprirent son plan. La plupart pensaient que c'était de la folie, un rêve impossible né du désespoir. Mais Hélène était déterminée. Avec l'argent de ses ventes, elle embaucha des ingénieurs de la capitale et mobilisa les habitants du village et des régions voisines. « Je ne vous demande pas de croire en moi », dit-elle lors d'une grande réunion. « Je vous demande de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. » Pendant des mois, elle travailla côte à côte avec les paysans, creusant des canaux sous le soleil brûlant. Ses mains, qui avaient retrouvé un peu de douceur pendant ces années de prospérité, redevinrent des mains de cultivatrices, calleuses, gercées, marquées par la terre. Il y eut des moments de désespoir où il semblait que le projet ne pourrait pas être achevé. Des obstacles techniques surgissaient constamment, et l'argent commença à manquer avant qu'il ne soit même à moitié chemin. Certains travailleurs abandonnèrent le projet, convaincus que c'était une cause perdue. C'est alors que l'inattendu arriva. Le gouverneur, qui avait suivi le voyage d'Hélène avec intérêt, arriva personnellement sur le site des travaux. « Ma fille est en vie grâce à vous », dit-il à Hélène. « Et maintenant, je vois que vous essayez de donner vie à cette... je ne peux pas rester simplement à observer. » Avec le soutien financier et politique du gouverneur, le projet prit un nouvel élan. Plus de travailleurs furent embauchés, de meilleurs équipements furent apportés, et le savoir d'ingénieurs expérimentés fut mis au service de la vision d'Hélène. Lorsque le premier flux d'eau atteignit enfin les terres sèches, le miracle se répandit sous les yeux de tous. Des champs qui avaient été abandonnés redevinrent verts, des familles qui avaient fui commencèrent à revenir. Le projet que beaucoup jugèrent insensé transforma toute l'économie de la région. 5 ans après avoir dormi sur le sol de sa cabane de terre, Hélène était maintenant considérée comme la femme la plus riche et la plus respectée de la province. Mais comme elle le disait toujours, sa richesse ne se mesurait pas en or. Elle se mesurait en vie transformée, en terre, revitalisée, en savoir partagé.
Aujourd'hui, à 30 ans, elle dirige un réseau de centres de guérison et d'apprentissage qui sert des centaines de personnes quotidiennement. Au lieu d'un palais, elle vit dans une maison simple mais confortable, construite près du premier canal qu'elle a aidé à creuser. Sa chambre la plus luxueuse n'est pas la sienne, mais la grande salle où elle forme gratuitement de jeunes paysans aux arts de guérison et aux secrets de l'agriculture en terres arides. Et toutes les nuits, avant de se coucher dans son lit, simple, Hélène s'agenouille sur le sol, le même sol où elle a un jour dormi par nécessité, et remercie pour le voyage qui l'a menée de la paillasse au dessein divin qu'elle accomplit maintenant. Celui qui s'humilie sera élevé, murmure-t-elle pour elle-même, et des petits grains naissent pour les plus grandes récoltes. Les étoiles, visibles par la fenêtre de sa chambre, semblent cligner en accord, comme si le ciel lui-même voulait confirmer la sagesse de ses mots. Et Hélène sourit, sachant que son voyage est loin d'être terminé. Car dans chaque cœur humain, comme dans la terre la plus aride, existe le potentiel d'un miracle. Il suffit juste de la bonne graine, plantée avec foi, arrosée de persévérance et cultivée avec amour. Et qui sait ce qui peut fleurir même dans le désert le plus implacable de la vie? Vous, qui connaissez maintenant l'histoire d'Hélène, portez aussi une graine en vous. Peut-être ne savez-vous pas encore laquelle, ou peut-être avez-vous déjà entrevu son potentiel. L'important est de se souvenir que, tout comme la jeune paysanne qui a un jour dormi par terre et transforme aujourd'hui des vies, vous avez aussi le pouvoir de transformer votre réalité. Car la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous partageons. Elle ne se définit pas par le confort que nous apprécions, mais par les vies que nous touchons. Elle ne se compte pas en pièces d'or, mais en sourires de gratitude. Et ainsi, tandis que la lune poursuit son voyage dans le ciel nocturne, éclairant doucement les canaux qui apportent de maintenant la vie à ce qui n'était autrefois que désert, Hélène se repose, prête pour un autre jour de service. Son histoire, comme de l'eau fraîche sur terre sèche, continue de nourrir l'espérance et l'inspiration dans tous les cœurs qui la connaissent. Parce que certaines personnes ne se contentent pas de surmonter leurs circonstances, elles les transforment complètement. Et ce faisant, elles nous montrent à tous que les limites que nous croyions avoir n'étaient, en réalité, que des illusions créées par la peur. Dans chaque choix que nous faisons, dans chaque graine que nous plantons, existe la possibilité d'un nouveau départ. C'est la leçon la plus précieuse qu'Hélène a à nous enseigner. Qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire notre histoire. Il n'est jamais impossible de transformer notre désert personnel en un jardin florissant. Et lorsque la nuit semble plus sombre, lorsque le sol sous nos pieds semble plus aride, c'est alors que nous devons nous souvenir de la jeune femme qui dormait sur le sol de terre battue, rêvant de quelque chose de plus grand non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient, car les rêves, comme les graines, contiennent en eux tout le potentiel de ce qui est à venir. Il suffit d'avoir le courage de les planter.